Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Carrefour de l'éducation. Notre magazine aborde aujourd'hui une question d'actualité, une question qui touche principalement l'employabilité. Comme vous le savez, le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays, fait face aujourd'hui à ce défi. Et pour en parler, je reçois M. Djibril Sané. M. Djibril Sané est le directeur général de la boîte à innovation, Sen Innovation, donc des activités principalement orientées sur le numérique appliqué à l'éducation et à la formation et évidemment sur l'employabilité des jeunes. Monsieur Sané, bonsoir. Bonsoir Massamba. Merci de répondre à donc, cette invitation. Et Monsieur Sané, je pense que la première question, c'est qu'aujourd'hui, si toutes les idées bouillonnent aujourd'hui autour d'une question très lancinante, la question de l'employabilité des jeunes. Alors, pour vous, quel est le commentaire que vous pouvez faire? Est-ce que ce sont nos systèmes éducatifs qui ont failli? Est-ce que véritablement un autre problème de formation s'est posé ou qu'est-ce qui s'est passé? Merci Massamba, mais je voudrais à l'entendre de mes propos vous remercier pour cette invitation, remercier vos collègues, mais remercier aussi les collègues avec qui nous partageons cette boîte à innovation, collègues avec qui nous avons conçu énormément ces approches, ces politiques, en tout cas qui cadrent avec le XXIe siècle. Pour répondre à la question, nous sommes tous d'accord aujourd'hui que la problématique de l'emploi est une problématique mondiale. Ce n'est pas simplement une problématique sénégalaise, elle n'est pas aussi une problématique africaine, elle est mondiale. Elle est mondiale parce qu'aujourd'hui, nous avons tous vu, au-delà même, avant même la pandémie, quand vous regardez des pays européens où le taux de chômage était extrêmement assez élevé. Alors, pour ce qui est de notre continent, plus exactement de notre pays, la question s'est entre-temps empirée, pour parler vrai. Parce que pour deux raisons principales, à mon avis, on n'a pas su anticiper ce qu'on appelle le dividende démographique. C'est-à-dire que nous étions restés sur des approches classiques qui n'ont pas intégré la problématique du dividende démographique. Je rappelle simplement qu'en 2050, nous serons 2 milliards d'Africains. Et sur ces 2 milliards, vous allez avoir plus de 60 à 70% de la population qui est constituée majoritairement de jeunes qui sont de 0 à 25 ans. Et c'est pourquoi dans l'analyse et dans la réflexion aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est à la fois un atout, mais c'est à la fois aussi une bombe. Et c'est pourquoi il est urgent, à mon avis, aujourd'hui, de réfléchir sur un nouveau schéma, sur un nouveau mécanisme d'employabilité des jeunes, mais ce schéma repose principalement sur le dispositif éducatif et sur le dispositif de formation. Alors, en parlant de dispositif de formation, d'aucuns pensent, je ne sais pas si c'est des rêves, que le numérique aujourd'hui est devenu irréversible et à la limite peut même solutionner ces questions. Est-ce que vous pensez que c'est avéré? Je voudrais ici rappeler, et je pense que cette trajectoire est historique extrêmement importante pour comprendre les révolutions qui ont secoué le monde. Vous savez, la première révolution, elle date du néolithique avec l'avènement de l'agriculture. Ensuite, nous avons connu une autre révolution, c'est la révolution de l'écriture. Aujourd'hui, 6000 ans après, vous avez plus, comme vous l'avez rappelé, plus de 800 millions de personnes analphabètes. On a connu ce qu'on a appelé au XIXe siècle la révolution industrielle du XIXe siècle. Je rappelle, jusque-là, les pays africains ne sont même pas entrés dans le processus d'industrialisation. Nous sommes restés à l'état des fabriques. Mais tel n'est pas le cas pour la révolution du numérique, cette quatrième révolution. Le taux de connexion mobile au Sénégal, il est quasiment de 100%. Quasiment. Quasiment. Alors, cette opportunité qui nous a offert. Vous parlez du Sénégal ou de l'Afrique? Mais de l'Afrique globalement aujourd'hui, l'Afrique globalement, un pays comme le Burkina, comme le Niger, ils sont à peu près à 60%. Mais quand tu regardes l'Afrique francophone globalement, l'Afrique globalement, le taux de connexion mobile est quand même extrêmement important. Je rappelle simplement aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, vous avez plus de 200 millions de personnes qui disposent de téléphones mobiles. C'est à tout, qu'est-ce que nous allons faire? Et mieux aujourd'hui, vous et moi, nous sommes tous dans des groupes WhatsApp. Des groupes WhatsApp, anciens amis, camarades d'enfance, collège, village, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on peut appeler aujourd'hui de nouveaux territoires sociaux numériques. Vous parlez de connectivité de façon globale, mais pour autant, on parle encore de fracture numérique.
Qu'est-ce que vous donnez comme explication? Oui, il faut relativiser la question de la facture numérique. Mais va dans le village, dans mon foyer natal, les jeunes, ils ont tous des téléphones portables, ils se connectent sur WhatsApp. Moi, j'ai été dans un projet avec la coopération luxembourgeoise que je remercie dans le programme SM024. Dans le fin fond du Fouta, j'ai retrouvé des jeunes qui apprenaient via le téléphone sur une charrette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la facture numérique, il faut beaucoup la relever. Vous savez, il y a combien de personnes, de jeunes sur Facebook au Sénégal? Combien de jeunes qui sont sur WhatsApp? C'est ça les vraies questions, à mon avis. C'est ça les vraies questions. Et comme je le disais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique sociale, une dynamique sociale construite autour de ce que j'appelle les territoires sociaux numériques, qu'on n'arrive pas à exploiter. Comme on le dit, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui de ces groupes WhatsApp où les jeunes y sont? Quel est le contenu à offrir en termes d'éducation, en termes d'alphabétisation, en termes de formation, en termes d'employabilité? À mon avis, aujourd'hui, c'est ça les véritables questions qui se posaient, parce que c'est une opportunité que nous avons aujourd'hui. Ma conviction profonde est que le monde repart sur de nouvelles bases. Il ne faut pas, nous, Africains, que nous rations à nouveau ce train de l'histoire. Bon, vous avez parlé de cette possibilité de connectivité, mais dites-nous également cette frange importante de jeunes, ou en tout cas d'adultes qui sont analphabètes. Mais c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Et c'est une très belle question que vous posiez. Alors dans le schéma sur lequel nous travaillons, nous sommes en train d'africaniser le numérique, de mettre l'Afrique dans le numérique et de mettre l'Internet au service de l'Afrique. C'est-à-dire quoi? Oui. C'est-à-dire que nous savons tous, et ça c'est un postulat connu pour tout développement, aucun pays ne s'est développé en dehors de la science et de la technologie, mais à partir de ce qu'il est. Les Japonais se sont développés à partir de ce qu'ils sont, les Allemands, les Américains, les Français, etc. Vous faites allusion aux langues nationales. Mais fondamentalement, au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, toute l'économie mondiale est structurée autour de ce qu'on appelle l'économie du savoir ou encore l'économie de la connaissance. C'est ça. Toi et moi, on se rappelle de cette fameuse assertion du grand savant Amadou Hampâté-Bâ qui disait en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Au XXIe siècle, il va falloir répondre à cette question. La codification du savoir, et c'est là l'enjeu des langues, l'africanisation du numérique. Au-delà du fait que nos langues intègrent le cyberespace, c'est un premier élément, mais l'enjeu, le défi fondamental, c'est d'arriver à la codification du savoir millénaire endogène qui est autour de nos langues africaines. Et c'est ça qui va être une des réponses à la problématique de l'employabilité des jeunes. Mais répondez à la question de Amadou Hampâté-Bâ. Et cette bibliothèque, finalement, elle ne brûle plus? Elle ne doit plus brûler. Nous travaillons dans ce sens-là. Parce que nous avons... Mais oui, par exemple, aujourd'hui, regarde, quand l'ordinateur parle la langue Wolof, quand l'ordinateur parle la langue Pulaar, quand l'ordinateur parle la langue Diola, la langue Sérère, la langue Mandin, vous changez le rapport au savoir et le rapport à la technologie. Le jeune analphabète, la maman analphabète comprend que l'outil aussi lui est destiné parce que l'outil lui parle. L'outil ne parle pas français, ne parle pas allemand, l'outil parle sa langue locale. Et cette appropriation devient facile. Alors, à partir de ce moment, le second passage sera, le second défi, c'est d'arriver justement à codifier ce savoir millénaire. Moi-même, j'ai eu la chance, parce que moi, j'ai grandi auprès de mon grand-père maternel, qui était un grand chercheur, et par nature, vous savez, les chercheurs, ils dotent un savoir. Moi, j'ai appris énormément de savoir à travers mon grand-père. Mais ce savoir n'est pas codifié. Aujourd'hui, le numérique, c'est ça le potentiel du numérique. Le numérique va nous permettre, nous, Africains, justement, à codifier tout ce savoir millénaire. Je le disais dans ce webinaire international de la francophonie, que malheureusement, on n'a pas utilisé le savoir endogène, médicinal africain, pour faire face à cette pandémie, au coronavirus. Donc, les enjeux sont énormes. Comme je le dis, nous sommes dans la problématique du dividende démographique. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons sur ce qu'on appelle dividende démographique versus dividende numérique. La perspective politique de construire des centres de formation, oui, elle est bonne, mais je ne pense pas qu'elle est tenable, qu'elle est durable dans la durée. Parce que quand vous regardez en Afrique, les taux d'accroissement et le taux de construction des écoles comme des centres de formation, l'écart est très grand.
Moi, la question que j'ai surtout, c'est vous, véritablement, vous êtes un adepte du numérique. Nous avons déjà dans nos établissements scolaires des élèves, nous avons aussi de l'autre côté peut-être l'EBJA, l'éducation pour les jeunes adultes analphabètes. Alors, le numérique déjà, pour moi, la première barrière devrait être d'abord alphabétisé. Parce que quand on parle de numérique, est-ce que forcément il faut que d'abord la cible soit alphabétisée, puisse lire et écrire? Non, la notion première de l'analphabétisme ne tient plus aujourd'hui, pour parler vrai. Elle ne tient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'analphabète, ce n'est plus celui qui sait lire ou écrire ou compter. Vous avez vu les jeunes là, je l'ai dit, ils sont tous, bah, pas tous, beaucoup d'entre eux sont analphabètes. Et pourtant, ils utilisent le téléphone comme toi. Ils réparent le téléphone, ils réparent les ordinateurs, ils réparent des moteurs de véhicules. Ils réparent des moteurs. C'est-à-dire que la lecture qu'on doit avoir de l'analphabétisme, mais il faut le contextualiser au XXIe siècle. L'analphabète du XXe siècle, du XXIe siècle, c'est celui qui ne maîtrise pas les compétences du XXIe siècle. C'est ça l'analphabète aujourd'hui. Le contexte. C'est ça le contexte. Donc, le schéma ancien que toi et moi nous avons connu, qui décrivait l'analphabétisme, à mon avis, ce schéma, il ne tient plus. Et c'est pourquoi il faut aller, c'est urgent, il faut aller à une refondation des systèmes d'alphabétisation dans notre pays, si on va aller très vite. Il faut les refonder en intégrant les langues africaines, en intégrant le numérique dans les langues africaines, en valorisant le savoir africain, en codifiant le savoir endogène africain. Et c'est ça là, qui devrait être la nouvelle orientation, pas simplement de l'alphabétisation, de l'éducation prise dans son ensemble. Mais pour ce rêve qui peut véritablement devenir réalité, pour vous, l'échéance, ça va être combien? Non, non, il y a beaucoup de projets qui sont entre 2020 et 2030. Ce que je dis, ce n'est pas un rève. C'est la réalité. C'est la réalité. Nous avons des plateformes. Vous savez, j'ai vu dans les documents, dans les programmes, des documents de politique, comme dans les programmes, y compris même dans les assises, on parle de bilinguisme. Je le dis aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne parle plus de bilinguisme. Le bilinguisme, jusqu'au XIXe siècle, on pouvait en parler. Mais au XXIe siècle, on parle de plurilinguisme. Plurilinguisme, oui. Exactement. Sur notre plateforme, nous avons 12 langues. Et l'interface a été conçue comme une table de multiplication. À ce jour, nous offrons 144 possibilités d'apprentissage linguistique. C'est énorme, ça. Et jusqu'à présent, vous êtes, pour la majeure partie, dans des langues circonscrites en Afrique. Oui, on a 12 langues, on a 10 langues. Est-ce que nos pays ont cette politique d'ouverture, de brassage, d'interaction pour permettre de dérouler ces genres de... Mais naturellement, vous savez, nous tous, nous venons de la vallée nilotique. Il y a énormément de similitudes. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les cultures africaines. Le soubassement, la base, elle est commune. Elle est commune. Vous savez, ça c'est extrêmement important aujourd'hui. Si nous voulons... C'est ça qui va être, notre contribution à ce monde globalisé, à ce monde mondialisé. Il ne faudrait pas que nous nous trompions à nouveau. Il faut véritablement aujourd'hui que tout le système éducatif africain soit bâti autour des langues nationales, mais en numérisant, en africanisant le numérique. Par exemple, à travers, comme je viens de le dire, les claviers virtuels africains. Par exemple, même pour les vidéos aujourd'hui. Mais vous avez vu les jeunes là, comment ils partagent les vidéos. Vous savez pourquoi WhatsApp marche? Parce qu'il y a la fonctionnalité vocale. Ton frère qui est aux États-Unis, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin que tu comprennes l'anglais pour communiquer avec lui. Tu communiques avec via le Wolof. C'est bien d'autre, c'est pas compliqué. C'est juste digitalisé. Mais c'est exactement ça, masse. C'est de la digitalisation. Mais exactement, en fait, c'est exactement ça. Des applications. Mais c'est pas diable ça, parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre, toi et moi, ce que je dis, c'est connu de tout le monde. Et d'ailleurs, vous développez la boîte à innovation. Qu'est-ce que ça a comme rôle, comme fonction dans véritablement ce projet? La boîte à innovation, justement, a développé aujourd'hui des approches numériques en éducation, en formation, mais qui sont à la fois plurilingues, multicontenus et plurimédiatiques. C'est-à-dire que dans nos approches, tu peux l'apprendre par téléphone, tablette, ordinateur. Oui. Ce n'est pas simplement l'ordinateur. Mieux, nos approches aujourd'hui, on peut les mettre en offline, en local. C'est-à-dire que vous prenez tout le contenu de formation, vous le mettez dans un ordinateur comme ça, qui redistribue aux autres ordinateurs.
Nous avons déjà fait cette expérimentation en 2015 dans la région de Kaffrine avec World Vision. Et ça a donné des résultats probants. Fondamentalement, et c'était des femmes qui apprenaient au CM ils avaient juste quelques ordinateurs que World Vision les faisait. Mais vous savez, c'est extraordinaire cette expérimentation-là. Toutes les femmes qui avaient acquis ces compétences étaient considérées comme des femmes qui étaient au-dessous de la communauté. Parce que vous réglez des questions extrêmement... Tu sais, quand ce que nous appelons, nous, analphabètes, s'approprie justement de l'outil informatique, de l'ordinateur, de la tablette, du téléphone mobile, comme je le disais, ça change le rapport au savoir et le rapport à la technologie. Mais il y a des éléments extrêmement importants. Malheureusement que les systèmes éducatifs aujourd'hui n'évaluent pas la question de la motivation, la question de la confiance en soi, la question de l'estime en soi. Ces éléments qui constituent aujourd'hui l'ossature, le fondement de toute approche éducative, mais sont pris en compte dans nos approches. C'est-à-dire qu'on arrive à évaluer la motivation de l'apprenant, la confiance de l'apprenant, la satisfaction de l'apprenant. Donc le numérique... Et ça, vous avez des outils pour pouvoir évaluer tout ça. Bien sûr, on a des outils. Peut-être qu'aussi le système éducatif n'en a pas encore. Parce que là, peut-être vous êtes dans une approche plus approfondie sur le numérique. Mais oui, on a tout le temps parlé d'approche holistique et intégrée de l'éducation. Mais toi, là, l'école que toi et moi, nous avons fait, je viens de te dire que nous offrons 144 possibilités d'apprentissage linguistique. Mais dans une classe physique, ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce qu'on appelle... pourquoi même l'Afrique doit y aller? De 60 à nos jours, on a connu 3 problématiques majeures pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. La question de l'accès, on n'a pas encore réglé ça. La question de la qualité, on n'a pas encore... Je vois, vous mettez équité, gouvernance. La question de la gouvernance et de la gestion du secteur de l'éducation, c'est des questions sur lesquelles de 60 à nos jours, on n'arrive pas. Le programme décennal de l'éducation et de la formation était structuré autour de 3 composantes. La composante accès, la composante qualité et la composante gestion. Quand vous reprenez le paquet, vous avez 3 blocs d'indicateurs. Vous avez un bloc d'indicateurs lié à l'accès, un bloc d'indicateurs lié à la qualité et un bloc d'indicateurs lié à la gouvernance et à la gestion du secteur de l'éducation. Vous avez ces 3 blocs. Et c'est pourquoi j'ai dit que le paquet, en réalité, est une continuité du programme décennal de l'éducation. Mais on n'est pas arrivé à la refondation, comme l'avaient prévu les assises d'ailleurs. Vous avez parlé de plus d'une quarantaine de langues disponibles un peu dans votre schéma, dans votre dispositif. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les rapports entre les langues nationales, peut-être africaines, et les langues européennes, est-ce qu'il y a déjà des possibilités de pouvoir faire un peu des interactions? Oui, on a des langues occidentales, on a le français, on a l'anglais, on a l'arabe. On a l'arabe. On a au moins ces 3 langues étrangères sur la plateforme. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est vrai, il faut que le produit que nous allons former réponde non seulement au marché sénégalais, qui est très étroit, au marché sous-régional, au marché régional et au marché international. C'est-à-dire que c'est un peu ça qui devrait être aujourd'hui le profil de sortie de nos apprenants. Il faudrait que nous puissions, à chaque niveau de marché, que ce profil puisse répondre, depuis le local. Mais vous amenez aujourd'hui un Djibril du Fogny, vous l'amenez au fin fond de Fouta, il a même des difficultés de pouvoir s'adapter dans son propre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fondamentalement, il faut que nous revisitons de manière très profonde, en intégrant le numérique, les profils de sortie de nos apprenants, pour que ces profils s'adaptent au marché local, au marché national, au marché sous-régional, au marché régional et au marché international. Parce que moi, quand vous parlez de numérique, je trouve toujours cet accompagnement d'un système éducatif. Parce que le problème que nous posons aujourd'hui, c'est un problème d'employabilité. C'est un problème vraiment d'insertion de jeunes qui ont besoin d'être employés. Alors, en quoi peut-être le numérique peut accélérer, ou en tout cas peut solutionner cette question à côté de nos systèmes éducatifs et de nos instituts de formation? Je rappelle qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord, ceux qui travaillent dans l'employabilité, qu'il y a des questions fondamentales qu'il faut régler. La question de la confiance de soi, de l'estime de soi, ce que les gens appellent les compétences socio-émotionnelles. C'est des éléments déterminants dans le processus de l'employabilité. Mais il faut aussi être capable de... Oui, c'est ça que je veux dire. Justement, c'est pourquoi... Un métier... C'est pourquoi, justement, il faut aller dans des approches intégrées et holistiques. Mais la classe, le centre de formation ne peut pas ça. Si vous allez dans un centre de formation, dans une classe virtuelle aujourd'hui, je donne l'exemple
du PADIA, du projet SNZ et d'autres projets, par exemple le projet que nous avons mis en œuvre au Bénin avec les lycées techniques. Non seulement ce savoir-faire, il est là, mais ce savoir-être, il est là. Dans un même mouvement d'apprentissage, l'apprenant analphabète apprend à lire et écrire, apprend l'ordinateur, apprend le métier, apprend tout ce qui est lié à l'employabilité, mais dans un seul mouvement d'apprentissage. Mais ça, vous ne pouvez pas l'avoir dans une classe en présentiel. Ça, vous devrez avoir un professeur, quelqu'un qui vient pour tout ce qui est lié à l'analphabétisme, un formateur du métier, des formateurs. Non. Okay. Et mieux, la question de la qualité. Parce qu'on n'en parle pas. Et ça aussi, c'est un élément d'employabilité. La qualité, oui. Eh oui, c'est un élément d'employabilité. Aujourd'hui, on dit masse, c'est le meilleur, je ne sais pas, dans un domaine, du moins X. Tailleur, voilà, tailleur. Mais tous les jeunes Sénégalais qui vont faire tailleur bénéficient des compétences du meilleur. Le numérique favorise ce qu'on appelle la standardisation de la qualité. C'est la démocratisation aussi du savoir. Mais c'est ça le numérique, Mas. Okay. Aujourd'hui, on dit c'est qui le meilleur. On ne doit plus avoir ces questions de qualité. C'est le décloisonnement complètement du savoir. Mais qu'est-ce qui se passe dans les formations classiques? Vous avez le premier schéma, le formateur des formateurs, qui forment des formateurs, qui en retour vont aller former des gens. Mais entre-temps, il y a des choses qui s'échappent. Parce que ce que le formateur des formateurs fait, les formateurs ne peuvent pas le faire. Or, l'apprenant ici, il bénéficie des compétences du formateur des formateurs. Donc, cette étape intermédiaire saute. Et donc, ce grand formateur, tous ceux qui sont dans ce métier bénéficient des compétences de ce grand formateur-là. C'est ça le numérique. Et dans les langues africaines, une fois encore. D'accord. Alors, on a parlé de la boîte à innovation, mais j'aimerais savoir, de façon pratique, si vous deviez peut-être faire une démonstration pour vraiment convaincre. Parce que quand vous parlez de plusieurs langues sur un clavier, moi, je ne comprends pas. Oui. Oui, je vais faire la démonstration. Vous allez voir juste ce que nous avons fait. Mais je voudrais ici véritablement en profiter pour remercier le ministère de la formation professionnelle. Parce que dans ce que nous avons fait, le ministère de la formation professionnelle vraiment a joué un rôle extrêmement important. Que ce soit du temps de Mamadou Talla, c'est avec lui qu'on a amorcé tout ce travail-là, que ce soit le nouveau ministre, M. Dam, que je salue au passage, à qui même j'ai présenté ces approches. Et aujourd'hui, il y a un grand projet d'employabilité des jeunes. Ça aussi, il faut le dire, que l'État du Sénégal a décroché. C'est le moment de féliciter notamment la direction de l'apprentissage à travers son directeur. Ce projet pourrait être un peu, pas une expérimentation, mais parce qu'il est dans les 14 régions. Donc, ils sont quasiment à la MIJA, à l'échelle. Mais la capitalisation de ce projet, à mon avis, devra pouvoir retracer la nouvelle politique en matière d'apprentissage. Et ça, je voudrais ici le dire de manière vraiment très claire, qu'on a un directeur qui a compris les enjeux, qui travaille véritablement dans ce sens-là. C'est vraiment, nous l'avons vu à l'œuvre, nous l'avons vu porter. Donc, en termes de vision, c'est très clair ce qu'il veut faire. Et c'est d'ailleurs lui qui est en train de réfléchir aujourd'hui sur ce que nous appelons les territoires socio-numériques. Comment aujourd'hui, ces territoires socio-numériques dans lesquels les jeunes sont, comment justement offrir des formations à ces jeunes. Mais justement, donc, M. Sané, en parlant véritablement de toutes ces langues que vous capitalisez sur le clavier, est-ce que vous pouvez nous faire rapidement une démonstration? Oui, avec plaisir. Regarde, venez voir ici. Vous avez ici, par exemple, les métiers. Vous avez froid, climatisation, vous avez couturier, modéliste, menuisier bois, mécanique, maçon, etc. Voilà, je vous présente ici, par exemple, un jeune mécanicien qui apprend à lire, à écrire en Wolof et en Pulaar. Vous allez voir. Ouais. Ambarayas. A, M, B, A, R, A, Y, A, S. Ambarayas. Pièce mécanique bi ànd gi ci diggante moteur beeg boyetu vitesse bi. Ça, vous l'avez en Wolof, vous l'avez mais c'est en Pulaar. Ambarayas. A, M, B, A, R, E, Y, A, S.
am mbare yaas jamgel jokkondirowel machine o e boyet witte saaji o. Alors, quand je viens ici à Djang Bind, Oui. voilà ici, j'ai le clavier virtuel africain qui est là, en Wolof. Ok. Parce que, parce que les claviers des ordinateurs là ne prennent pas en charge un certain nombre de nos lettres. Oui. Or, quand une langue est codifiée, il y a tout un décret qui accompagne en termes d'écriture, orthographe, grammaire. Et donc ces claviers virtuels ont été développés à partir justement de ces décrets qui ont accompagné, par exemple, l'écriture, l'ABCD du Wolof. Donc il écrit ici le mot embrayage. Donc il n'écrit plus sur l'ordinateur de là, mais sur l'ordinateur virtuel. Vous utilisez le clavier virtuel africain. Africain. Donc c'est ça les claviers virtuels. Ou par exemple, vous avez le Lingala, Le Haoussa, okay. le Pulaar, le Fon, le Yoruba, le Bariba, etc. Donc tu vois ici, donc vous avez ça. Vous avez même cette partie d'exercice. Donc il est en train d'écrire le mot embrayage en Wolof, mais dans l'écriture du mot, il est en train d'apprendre l'ordinateur, dans le même mouvement. Parce que là, il est en train d'apprendre à écrire au mot. Mais dans l'écriture, il écrit le mot à partir de du clavier virtuel. Okay. Tu vois un peu? C'est la même chose aussi quand je vais en Pulaar. Vous voyez, le clavier virtuel Pulaar, il est là. Donc, il écrit le mot aussi en Pulaar. Tu passes du Wolof au Pulaar, du Pulaar au... Voilà. Tu vois un peu? Quand je fais comme ça Wolof, par exemple, Wolof, je vais en calcul. Tu vas voir. Parce que tout est vidéo. Bismillah. Tey nag liñ fi dajale mooy ñu def yokk bu ànd ak te bu sax suñu biir kenn ku nekk ci ñun war na ko mën a jëfandikoo ci ay yëngu-yëngu. Balaa boobu nag dañuy sóobu ci sunu. C'est ça l'africanisation du numérique. Et ça, il ne faut pas qu'on rate cette histoire-là. Véritablement, tu vois. Jusque-là, l'ordinateur ne parle que la langue. Non seulement tu parles la langue, mais tu l'écris dans la langue, parce qu'il y a le clavier virtuel qui te permet d'écrire correctement la langue. Merci beaucoup pour cette démonstration, Djibril. Mais tout ce que vous dites là, bon, pour moi, ça nécessite aussi un financement. Est-ce qu'aujourd'hui, nos États ont cette capacité financière de pouvoir supporter ces genres de coûts de projet? Oui, c'est tout le temps la question qui revient sur le financement du numérique, globalement. Mais aujourd'hui, si nous voulons faire des économies à l'échelle, je parle bien des économies à l'échelle, c'est le numérique. Le numérique, c'est non seulement un raccourci, mais c'est là où on peut faire énormément d'économies à l'échelle. C'est-à-dire que, regarde, si nous devons tous nous mettre, je ne dis pas qu'il ne faut pas construire des classes, je ne dis pas qu'il ne faut pas construire des centres d'alphabétisation, mais il nous faut aujourd'hui combien de centres d'écoles et de centres pour justement répondre aux dividendes démographiques. La preuve en est que, quand vous regardez les abris provisoires, malgré l'effort que l'État a fait, un grand effort, hein, parce qu'aujourd'hui, pratiquement 50%, on a réglé la question à plus de, en tout cas 50 ou plus de 50%. Plus de 50%. Voilà, plus de 50%, mais il reste encore des abris provisoires. Parce qu'il nous reste à peu près 26 ou 36%. Il nous reste encore, et pourtant nous sommes au XXIe siècle. C'est-à-dire que, fondamentalement, cette question financière, mais on ne dit pas l'apport du numérique dans l'économie mondiale. J'ai été à une conférence en 2015 à Istanbul, sur invitation du secrétariat général des Nations Unies, justement, où chaque année ils organisent ça, ils organisent des rencontres comme ça, pour montrer l'apport du numérique dans l'économie mondiale. C'est colossal. C'est vraiment colossal. Aujourd'hui, fondamentalement, et c'est pourquoi je disais tantôt que j'ai l'impression que la pandémie a remis le compteur à zéro. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous repartons sur les mêmes bases. J'ai envie de te poser la question. Mais oui. Vous êtes en train presque d'effleurer les leçons apprises de la pandémie. Mais exactement. Il me semble que, en tout cas, les autorités de ce pays l'ont très bien compris. L'ont vraiment compris, quoi. Parce que quand vous regardez la stratégie numérique du Sénégal 2016-2025, oui, c'est vrai, une stratégie, elle ne peut pas être parfaite, mais en termes d'orientation, globalement, voilà, c'est pas mal. C'est clair. C'est pas assez mal, quoi. Ce qui reste maintenant, c'est d'y aller. C'est vraiment d'y aller. Je pense qu'il y a assez de théories, et le pays là, quand même, qu'on le veuille ou non, on est très en avance. Même si vous prenez le taux de connectivité
Mais on a dépassé la moyenne mondiale. Je ne parle pas du taux de connectivité mobile, de l'Internet. Mais on a dépassé la moyenne mondiale. Donc ce pays a fait énormément de progrès sur ces questions-là. Et entre autres innovations, nous, la chaîne Canal Éducation... Justement, vous dispensez. Donc on a fait énormément. Ça veut dire que le pays a fait énormément. Ce qui reste maintenant, c'est d'identifier les bonnes pratiques, de les capitaliser et d'aller à la mise à l'échelle. En parlant de mise à l'échelle, par exemple, si vous prenez l'Union européenne, qui aujourd'hui, dans son schéma, parle d'agenda 2063, est-ce que vous pensez que le délai est bon? Est-ce que l'échéance est bonne? Mais non, les indicateurs qui sont dans l'agenda de l'Union africaine et qui ont pour échéancier 2063, ces indicateurs seront caducs. On risque d'avoir des CM2 qui fabriquent des appareils numériques. Non. Vous avez aujourd'hui des milliards d'objets connectés. Je ne parle pas de millions, mais de milliards d'objets connectés, de milliards. Aujourd'hui, les portes communiquent avec les fenêtres, les fenêtres communiquent avec le frigo, etc., etc. On est à ce niveau-là aujourd'hui. Les maisons sont contrôlées à distance, exactement. La sécurité à distance, numérique. Mais ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, je pense que l'agenda-là doit être revu autour, si on maintient les indicateurs, autour de 2040, 2045, mais pas plus. Alors, mais excuse-moi, ensuite, ce que l'agenda 2063 n'a pas compris, le rôle du numérique dans ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial, il va se jouer uniquement, je dis uniquement, sur la maîtrise de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Si vous voyez aujourd'hui toute la bataille entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle de ça, parce que ces pays ont compris que le nouvel ordre mondial sera structuré autour de l'intelligence artificielle. L'Europe a tellement compris son retard que l'Europe a mis en place un fonds commun européen en intelligence artificielle. Il va falloir que l'Union africaine aille dans ce sens-là. Il nous faut mettre en place tout de suite et maintenant un fonds africain en intelligence artificielle. Si nous voulons jouer notre partition dans ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial. Et ça, c'est un appel et j'espère que les autorités vont vous entendre. Alors, la boîte à innovation, Sen Innovation, aujourd'hui, si vous deviez peut-être lancer une invite aux autorités de ce pays par rapport véritablement à votre expérience. L'invite que j'ai fait, je le fais en tant que Sénégalais. Je le dis souvent, ce pays, il sera construit par nous. Personne ne viendra construire ce pays-là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'expérience cumulée, parce que nous sommes présents au Sénégal, ça fait 10 ans quand même, que nous travaillons sur ces questions. Aujourd'hui, nous, on n'est même pas dans une perspective d'expérimentation, parce qu'on l'a expérimenté. J'ai envie de faire ça fondamentalement aujourd'hui dans ce schéma, en tout cas dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle reconstruction, dans ce monde de refondation, parce que le numérique a montré en réalité que rien n'est acquis. Hein. On repart sur de nouvelles bases. Alors, avec de nouveaux paradigmes. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une opportunité de pouvoir intégrer ces approches numériques-là en termes de réponse à la problématique de l'emploi des jeunes, de l'employabilité des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, il y a tellement de niches d'emploi, dans le secteur du numérique, que fondamentalement les pays africains, y compris notre pays, ne peuvent pas faire abstraction du numérique. Si on veut véritablement faire un bond quantitatif au plan social, au plan politique, au plan économique et au plan culturel. Le Sénégal aujourd'hui, en tout cas ces derniers jours, ça bouge un peu. Les gens parlent trop d'employabilité, d'aller vers les jeunes, d'aller rencontrer les jeunes. Vous avez de l'espoir sur ces... Beaucoup d'espoir. J'ai vraiment beaucoup d'espoir. Parce que quand je vois ces jeunes aller un peu dans les petits marchés avec leur cantine, c'est eux qui réparent moi mon téléphone, moi qui suis en train de parler du numérique. C'est eux qui réparent moi mon ordinateur et pourtant ils n'ont pas été à l'école. Il y a un génie naturel qui est là. Mais quand même qu'il faut exploiter. Qu'il faut encadrer, qu'il faut capitaliser, qu'il faut renforcer. Mais ce que j'ai oublié de dire, mais tout le développement de cette plateforme a été fait par des jeunes ingénieurs sénégalais, africains. C'est-à-dire que la compétence, elle est là. Ce n'est pas un problème de compétence qu'on a. Non. Et c'est ça qui me rassure, et c'est ça qui me donne, en tout cas qui me rassure, que la perspective, je ne dirais pas qu'elle est très bonne, mais elle est bonne.
Elle est bonne. Moi, j'ai vraiment espoir que vraiment cette question d'employabilité, que le Sénégal pourra se repositionner au plan africain et être le leader. Parce qu'on a, ces temps-ci, je vois citer beaucoup le Rwanda. Je rappelle simplement que le Rwanda et le Sénégal, on n'a pas la même trajectoire historique. Le Sénégal, aujourd'hui, ne peut pas avoir comme référence le Rwanda. Je suis désolé de le dire comme ça. Parce que nous, on est un pays phare en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal devrait pouvoir se repositionner sur ces questions du numérique en éducation et en formation professionnelle. Voilà, donc merci beaucoup, M. Djibril Sané. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la boîte à innovation, Sen Innovation. Vous vous activez beaucoup sur le numérique. Aujourd'hui, il était question de discuter de l'employabilité des jeunes. Et je pense que les conseils qu'on a partagés, les idées qui ont été développées sont bien suivies par nos autorités, mais également par nos jeunes et par nos entrepreneurs. Donc voilà, chers amis, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Carrefour vous donne rendez-vous bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup et au revoir. Mais pour terminer, juste peut-être les gestes barrières, M. Sané. Le Covid est encore là. Merci. Merci beaucoup pour la réalisation. Au revoir.